Bonsoir, nous vous accueillons pour un nouveau webinaire de la Fondation Copernic consacré en novembre-décembre 1995. Ce soir, nous en sommes à notre avant-dernier débat et on va parler politique. Enfin, on va parler en tout cas de la perspective politique et du lien entre les luttes sociales et la perspective, la traduction politique et les partis. Donc, 4 invités, pour ne pas déroger à l'habitude. Je vais partir peut-être de Karima, puisque c'était la plus jeune en 95. Tu vois, depuis, tu t'es bien rattrapée, tu marques bien le mouvement écologiste. Donc, Karima Deli, eurodéputée, et qui nous évoquera tout à l'heure, j'imagine, les luttes sociales à l'échelle européenne. Sophie Camard, bonsoir également. Bonjour. Sophie, bonjour, qui était étudiante syndicaliste en 95 et qui est aujourd'hui, à notre grand bonheur, maire du 1er arrondissement de Marseille. Pierre-François Gron, qui était une figure de la LCR. Tu es passé par le NPA, tu as été directeur de campagne présidentielle d'Olivier Besancenot. Et aujourd'hui, tu milites et tu es responsable d'Ensemble Insoumis. Là encore, tu auras beaucoup à nous raconter. Et enfin, Nicole Borvo, présidente du groupe communiste républicain au Sénat entre 2001 et 2012, secrétaire nationale du Parti communiste au moment justement de novembre-décembre 1995. Je vais peut-être commencer par toi, Nicole, puisque tu étais en plein dans l'actualité, pour te demander, et c'est la question que je poserai à chacun d'entre vous, où tu étais précisément pendant ces mois, le souvenir prégnant que tu gardes de la mobilisation 95 et plus avant, la marque pour toi que 95 a donné au débat de la gauche au pluriel qui ont suivi. Alors, moi, je suis une ancêtre, puisque 95, j'étais pas toute jeune, mais j'étais jeune, par contre, à la direction nouvelle, on va dire, à la direction du Parti communiste, enfin, ce qui s'appelait à l'époque un secrétariat, ça n'existe plus, donc au secrétariat du Parti communiste, avec un nouveau secrétaire national qui s'appelait à l'époque Robert Rue, et j'étais nouvellement élue au Sénat. Très nouvellement élue au Sénat comme sénatrice, donc bien sûr communiste en septembre. Donc voilà, j'ai un souvenir à la fois global, on va dire, parce que j'ai participé à des quantités de manifestations, j'étais très enthousiaste sur le mouvement de 95 et bon, c'est vrai que pour ma génération, ça rappelait 68, même si a posteriori, je me dis que je ne me suis jamais dit c'est un remake de 68. Donc, il y avait quand même, bon, j'avais vécu 68 de façon très différente. J'étais pas à l'époque, j'étais plus aux jeunesses communistes, j'étais pas au Parti communiste. Bon, et puis 68 pour moi c'est autre chose, c'est les grandes grèves. Enfin, bon, c'est vrai que c'est 95, ce n'était pas ça, mais c'était le premier mouvement de cette importance que je connaissais. Et c'était très enthousiasmant, comment dire, c'était en plus, il y avait vraiment les prémices de formes nouvelles de manifestations, de rassemblements, de convergence. C'était le début du tous ensemble. Et c'était très fort parce que maintenant, ça paraît peut-être courant, mais à l'époque, c'était tout à fait nouveau. Bien que, évidemment, en 1994, il y a eu un mouvement de la jeunesse, le CIP, contrat d'insertion professionnelle, je crois, enfin, si le CIP, contrat d'insertion professionnelle, voilà, qui a soulevé les lycées comme on avait rarement vu, enfin, moi j'avais jamais vu, les étudiants qui ont eu de solidarité de la population, bon, donc voilà, c'était pas je veux dire, ce mouvement de 95, il était très important parce qu'il annonçait
ce tous ensemble pour lequel aujourd'hui encore on entend il faut le tous ensemble. Et en même temps, c'était pas quand même un coup de tonnerre dans un ciel serein parce que depuis les années 90, il y avait une reprise de mouvement social en France et partout ailleurs. En quelque sorte, il y avait un paradoxe, c'est-à-dire que alors que on avait annoncé la fin de l'histoire avec la chute du mur, en fait tout ce que vous savez aussi bien que moi. C'est vrai qu'il y avait une reprise de combativité partout. Il y avait le début de l'altermondialisme, il y avait les débuts de contestation comment dire, multiforme un peu partout. C'était donc, en quelque sorte, il y avait un grand paradoxe entre cette fin de l'histoire annoncée et cette reprise de combativité. Peut-être pas un paradoxe au fond, hein, mais ça paraissait paradoxal. Et franchement, ce que je me dis, c'est que la gauche, je vais parler pour le Parti communiste, ce sera mieux parce que les autres parleront de ce qu'ils entendent, mais pour le Parti communiste, il y avait indiscutablement un soutien du mouvement, d'autant que la CGT était tout à fait en pointe dans les services publics notamment, et donc, même dans le privé d'ailleurs, et donc le Parti communiste soutenait, mais il y avait un décalage néanmoins entre ce que portait ce mouvement. Le Parti communiste n'était pas voyait bien qu'il se passait des choses dans ce mouvement. D'ailleurs, au congrès qui a suivi, on a beaucoup parlé de ce qu'il y avait de neuf dans ce mouvement, de prometteur, enfin bref, il y avait toutes sortes de choses, de multiplicité, voilà, de faire autrement, enfin, une innovation. Et puis, en réalité, avait les yeux fixés sur 98, c'est-à-dire les futures élections législatives, après la claque qu'avait pris la gauche en 93 et en 95, et donc les yeux rivés sur les législatives de 98, et en fait, avec des divisions à l'intérieur du parti, mais ce qui l'emportait, c'est si la gauche gagne les élections de 98, il faudra se poser la question de participation au gouvernement. Enfin voilà, on était dans enfermé dans cette gauche plurielle remake, même si on avait quand même subi tout ce qu'on sait après la fin des septennats Mitterrand. Donc voilà, tout était à peu près paradoxal finalement, bouillonnant, mais les partis politiques, alors je ne dirais pas peut-être que je m'arrête là pour l'instant. De manière, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Peut-être Pierre-François, on a parlé, tu vas dire où tu en étais en 95, on a parlé d'un mouvement où il y avait l'émergence de radicalité nouvelle. Tu as vécu comment ce moment-là? Moi, vous me demandiez où j'en étais, donc deux choses pour moi. Moi, je venais de rentrer dans la direction de la LCR, donc je pense que j'étais le plus jeune d'ailleurs en âge, et je n'étais pas de la génération 68 surtout. Et puis moi, ce qui m'a marqué, c'est que mon précédent grand mouvement, c'était novembre-décembre 86. Hein, j'avais 20 ans, j'étais étudiant, et je me rappelle, un vieux briscard de la LCR m'avait dit « Profite bien de ce mouvement parce qu'il n'y en a pas un tous les 10 ans. » Bon. Puis 9 ans plus tard, il y a novembre-décembre 95, et comme l'a dit Nicole, il y a eu une sacrée décennie quand même. Hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression comme ça que novembre-décembre 95, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein, que tout était libéral, etc. Mais il y avait pas mal de mobilisations. Et surgit quelque chose qui, je crois, nous parle, parce qu'il y a beaucoup de choses dans novembre-décembre 95 qui sont très loin maintenant, hein, faut quand même le dire. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est très profond et qui est commun justement avec ce qui s'était passé dans l'après 86, c'est qu'en fait, on a des coordinations des assemblées générales qui font apparaître la question démocratique.
Hein. Bon, parce qu'évidemment, en novembre-décembre 95, c'est la radicalité sociale pour défendre la sécurité sociale contre Juppé, contre Chirac, le mouvement syndical qui est quand même là, au rendez-vous. Donc, c'est un grand moment pour la CGT, la FSU, Solidaire, qui font leur boulot, quoi, globalement. Et les militants de la LCR qui sont plutôt pas mal placés dans ces syndicats, bon, surfent un peu sur la vague. Mais il y a à la base, je crois, des choses qui nous parle à nous maintenant, parce qu'il y a une volonté d'appropriation de la politique, il y a une volonté d'appropriation du mouvement social. Bon. Et de ne pas l'avoir compris dans les formations classiques, peut-être la mienne aussi, mais nous, on était quand même un peu baignés là-dedans, donc, mais on l'avait sans doute pas compris. Je crois qu'on n'a pas saisi, disons, toutes les différentes crises de démocratie, cette demande d'appropriation, de démocratie directe qui va nous amener jusqu'aux gilets jaunes et jusqu'au divorce entre une partie de la gauche, en tous les cas, et le mouvement social. Bon, par ailleurs, je deviens enseignant aussi, quasiment au moment, donc j'ai vu mes élèves que 2 mois, quoi. Et puis après, il y a eu 2 mois de grève très profonds, et j'ai un excellent souvenir, parce que j'ai commencé ma carrière à Aubervilliers, de ces assemblées générales interpro, quoi. Bon, qui était une découverte pour l'étudiant que j'avais été jusqu'alors, hein, c'est-à-dire de découvrir là le salariat, même, alors beaucoup public, hein, faut le dire, mais quand même, il y avait autour de Saint-Gobain, je crois, à Aubervilliers, là, il y avait un peu de salariat du privé, en tous les cas, quelque chose qui était vraiment extrêmement profond. Bon, l'autre chose, c'est que je pense, hein, même peut-être que j'essaye de ne pas faire une lecture trop rétrospective, mais j'ai l'impression que commence à se poser dans la LCR, qui jusqu'alors se posait les problèmes politiques en termes d'un mouvement social vers la grève générale, quoi. C'est un nouveau mai 68, commence à se poser des problèmes, disons, un peu, bon, mes anciens camarades vont pas aimer que je dise ça, mais un peu plus sophistiqués, disons, et ne serait-ce que commence à tomber, alors que c'est pas évident, parce que dans les syndicats qu'a cité Nicole, dans les PTT par exemple, il y a une tradition d'affrontement très fort entre le Parti communiste et la LCR, hein, bon, mais commence à tomber les barrières, moi je crois, hein, c'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est pas un hasard si la proposition de pôle de radicalité qui sera formulée par Guy Hermier, tout de suite après novembre-décembre 95, va rentrer dans les débats du Parti communiste et de la LCR, hein, assez rapidement, c'est-à-dire comment on essaye de faire une traduction politique qui soit pas la vieille union de la gauche avec l'hégémonie du Parti socialiste. Voilà, moi c'est ça que je vois comme, disons, comme élément substantiel de novembre-décembre 95, avec, je termine là-dessus, un décalage, c'est-à-dire que on a plusieurs centaines de militants qui sont des responsables d'assemblées générales, de syndicats, qui sont portés, et la LCR à cette époque-là, elle est pas au sommet, hein, c'est pas le moment Besancenot, hein, c'est le moment où on va pas extrêmement bien, et c'est une bouffée d'oxygène, incontestablement, et qui va nous obliger à nous poser des problèmes politiques complètement nouveaux. Voilà. C'est comme ça que j'ai vu les choses, je crois, à l'époque, en essayant de coller le plus à ce que je voyais. Sophie ? Oui, bonjour. Eh bien, écoutez-moi, en 80. D'abord, merci pour le coup de vieux au passage, parce que effectivement, voilà. Alors, j'avais 23 ans à l'époque. J'étais étudiante, donc j'étais passée de Sciences Po Paris à Paris 1 pour commencer une thèse, je donnais des cours, etc. Et je tenais une petite chronique sociale déjà à l'époque. Donc, j'ai retrouvé le bouquin que j'avais fait pour la CGT. D'ailleurs, j'avais fait une petite contribution sur ces événements-là. Et en fait, du coup, je l'ai relu et je me suis aperçue à quel point quand même on avait changé d'époque quand même aujourd'hui. Ça m'a permis de mesurer tout ça. Et moi, le souvenir de ça, je vais commencer par une anecdote personnelle en fait qui, pour moi, explique un peu le climat de cette époque-là, qui est à mon avis au milieu des années 90. Et rétrospectivement, je me dis qu'on a vécu une transition d'époque en fait. Moi, quand je sors en 1993, diplômée de Sciences Po Paris, prestigieuse école, avec ma promotion, on va au resto, on fête notre diplôme et on se regarde et on se dit, il n'y a pas de boulot, il faut qu'on continue nos études. 1993, c'est la première année en France depuis très longtemps où il y a une vraie récession du PIB. Et donc, on est complètement dans une autre époque. On est dans une époque où il y a Pierre Bourdieu qui publie La misère du monde.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas réentendu ça. Il y a Agir ensemble contre le chômage. Il y a le début de la précarité, de jeunes étudiants précaires. D'ailleurs, bon, alors quand je vois en plus, alors justement, la situation en ce moment, c'est vrai qu'on n'en était pas au stade de faire les soupes populaires comme aujourd'hui. Je fais la parenthèse parce que quand je pense aux étudiants d'aujourd'hui, je mesure aussi le changement de contexte. Hein. Mais on est au milieu des années 90, quand on est jeune, on a des angoisses. Il y a eu le sida, il y a eu tout ça en fait. Et on a à la fois des angoisses et on a un grand besoin de solidarité. Et ça, c'était vraiment la double face de cette période-là, parce qu'on était encore dans le sillage du type de mobilisation à la mai 68, des choses quand même assez codifiées. Et un mouvement social, des revendications. J'ai retrouvé la plateforme de revendication de l'époque. C'était plus de moyens pour l'université, les étudiants étrangers, tralali, tralala. Tout ça était très codifié, très bien écrit. Un système de négociation, des rencontres avec les ministères, quelque chose de codifié, des corps intermédiaires malgré tout, même si, effectivement, comme vient de le dire Pierre-François et comme vous venez tous de le dire, on sent que ça s'est remis en cause. Et donc, on a à la fois l'héritage de, je sais pas, moi, 30 ans de lutte sociale qui date effectivement des années 60, 70, 80, et ce changement d'époque où on sent progressivement que ça va plus marcher comme avant, en fait. Il faut quand même redire peut-être aux jeunes, peut-être qui vont regarder cette époque-là, on est avant l'euro, je le rappelle, on sort de Maastricht. Moi, je me souviens très bien, les débats sur Maastricht, c'est 92, c'est 3 ans avant. On sent qu'il va se jouer des choses très importantes pour les années à venir. À ce moment-là, il y a des choses qui sont dites à l'époque de 92, qui vont déjà diviser la gauche, par exemple, sur les pour ou contre. Je me souviens le nom de gauche de Maastricht. Et on va ouvrir quand même une séquence politique assez différente. Pas tant dans la structuration de l'époque qui reste encore avec des corps intermédiaires assez bien organisés comme on vient de le dire, et puis même un renouveau de la CGT, puisqu'il va y avoir suite à la mobilisation des cheminots, des traminots à Marseille, il va même y avoir un regain d'adhésion à l'époque à la CGT, mais on sent qu'on n'a plus le même cadre de discussion en fait. C'est un peu la crise de l'État-providence, un changement d'époque, le chômage, c'est plus la croissance, etc. Donc moi j'ai ce souvenir-là, voilà, rétrospectivement de ce chevauchement en fait entre l'ancien et le nouveau. La jeune personne que j'étais à l'époque, c'était ça, c'était plein d'angoisse et beaucoup d'espoir. Et puis ce tous ensemble on sait que ça va être dur, il y a des vents mauvais là autour de nous, serrons-nous les coudes, et d'où le fameux tous ensemble. Et ce tous ensemble, il était beau, mais il exprimait aussi cette angoisse-là sur qu'est-ce qu'on va devenir, quoi. Là, on sent que ça chauffe. Voilà, moi, si je devais résumer le climat de l'époque en relisant un peu mes notes, c'est ce qui apparaît. Je reprécise aussi pour les plus jeunes que nous n'avions pas du tout, on avait déjà à l'époque des cycles effectivement contre la mondialisation libérale, etc. On n'avait pas du tout les sujets d'aujourd'hui sur le climat, la génération climat, l'écologie. On était aussi dans un cycle de mobilisation très classique du point de vue du monde du travail, des revendications sur l'emploi, le chômage, les conditions de travail dans certains métiers, les licenciements, etc. Donc, on était sur quelque chose de très social dans le sens du champ social de l'époque. Voilà. Pour autant, on parle de chevauchement, et puis je vais donner la parole à Karima parce qu'il y a l'éclosion de choses nouvelles. On le voit au plan syndical, on a évoqué la recomposition, mais il y a Solidaire qui émerge, il y a la FSU en 94. Et puis, mouvement des sans-papiers, on a même eu les attentats du RERB, si vous vous rappelez, durant l'été 95, et on ne parlait pas encore comme aujourd'hui d'islamophobie, mais quand même, c'était dans certains discours des choses qui revenaient. Et parmi donc le renouveau, il y a quand même l'irruption des écologistes devant de la scène et qui seront partie prenante du gouvernement d'ailleurs de gauche plurielle. C'est le moment pour Karima d'entrer dans le débat. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Alors moi j'étais très très jeune en 95, j'avais 15 ans, donc voilà. Je pense que la première chose qu'il faut retenir, parce que moi je suis d'une classe ouvrière, c'est qu'en 95, c'est que Chirac a menti aux ouvriers qui avaient voté pour lui. Et la déception, c'était que Chirac
a fait toute une campagne en disant la diminution de la fracture sociale. Il avait dit, vous inquiétez pas, vous êtes mes prioritaires. Il avait dit une phrase incroyable, il faut relire tous ses discours. Il avait dit, je suis le dépositaire de la grande espérance. Et les ouvriers avaient voté pour lui. Et au fait, ce mouvement de colère arrive, et en même temps, c'est la plus grande déception, notamment, d'un vrai mensonge, au fait. Il avait menti aux ouvriers. Et l'idéal pour eux, c'était de montrer à quel point, justement, cet idéal pouvait ressortir par une grève. Il y avait dans la conscience, notamment, alors moi, cette conscience ouvrière, et je pense qu'on est à un moment où c'est dommage parce qu'on ne parle pas des ouvriers. Moi, je suis fière de venir d'une classe ouvrier. Mon père était ouvrier textile. Il ne savait pas lire ni écrire comme ma mère, mais il y a la fierté d'être ouvrier. Et c'était ça leur fierté, c'était de montrer qu'on peut gagner une bataille. Et ça, c'était extraordinaire. Pourquoi ? Parce que ça a été un peu évoqué, mais l'espérance, c'était pas d'en haut, c'était eux qui devaient arracher cette espérance. Et cette espérance, elle a été retrouvée notamment en ayant cet incroyable bataillon de syndicats qui se rassemblent et de montrer que ensemble on peut gagner notamment des choses. Et cette question notamment des retraites, elle leur parle directement. C'est leur vie. Et eux, alors moi je viens du Nord, je suis ch'ti, mais ils savent ce que ça veut dire le labeur. Donc tout ça est caractérisé véritablement par une association incroyable de fait aussi de dire, à un moment quand on essaie justement de se rassembler, on peut gagner des luttes. En parallèle, oui, c'est vrai qu'il y a le mouvement écolo. Le mouvement écolo va partir, alors le mouvement écolo est né très tardivement. Très tardivement. C'est un parti qui est très jeune, mais qui vient d'abord de la mouvance écologiste. Alors d'abord, c'était des environnementalistes, mais surtout, il y a des mouvements très, très grands qui arrivent dans la sphère de l'écologie. Et à l'époque, c'est notamment toutes les questions d'essais nucléaires. Il faut savoir qu'en 1995, ça va être un vrai débat, les essais nucléaires, où là, les écologistes commencent vraiment... Alors, il y a une partie des écologistes qui est là, mais toute la mouvance écologiste commence à gagner du terrain et à mettre l'accent sur des problématiques dont on ne parlait quasiment jamais. Et sur le devant de la scène, justement, on va petit à petit montrer à quel point la question de l'écologie, tout le monde doit s'en emparer, mais surtout faire en sorte d'agir. Et je reviendrai notamment sur l'arrivée à l'époque, parce que quand le parti est né, c'était très compliqué, au fait, parce c'était ni droite ni de gauche. Ensuite, il y a eu plusieurs fractions. D'abord, il fallait réunir son camp, parce qu'on avait Génération Écologie, on avait le mouvement... de l'écologie indépendante. Il y avait plein de fractions. La première chose, c'est qu'il fallait réunir. Et au fait, en réunissant ça, c'est vrai qu'à l'époque, c'était Dominique Voynet qui était chef, qui a dit, mais regardez toutes les valeurs altermondialistes, c'est nous, les valeurs humanistes, c'est la gauche. Et au fait, les écologistes, en même temps et en parallèle, vont commencer à se structurer sur ce qu'on va appeler, alors c'est Nicole Borvo dira mieux que moi, mais c'est vrai qu'à l'époque, alors moi j'étais toute jeune, j'ai regardé un peu aussi, mais on disait l'union de la gauche, et ensuite on parlait de gauche plurielle, et nous chez les Verts on parlait même de gauche arc-en-ciel. Vous voyez, chacun avait sa vision aussi de l'union de la gauche, et je pense que pourquoi il y a eu l'union de la gauche, mais parce que ça venait d'en bas. Les gens avaient envie que les partis, entre guillemets, se rassemblent pour pouvoir changer justement ce gouvernement. Et là aussi, ça a été, et je pense que Nicole, qui était un peu dans les coulisses, moi, je n'étais pas là, mais et moi, c'est vrai que ce débat mérite aussi qu'on explique, alors moi, je n'étais pas là, donc je ne peux pas expliquer, mais qu'on explique un petit peu comment ça s'est dessiné, cette alliance, quand on voit qu'aujourd'hui, on a l'impression que seule la formule magique de Mitterrand qui disait l'union de la gauche en 1981, voilà, il y a un truc qui fait que comment ça se fait qu'aujourd'hui, cette union de la gauche, où on a été capable
dans une sortie vraiment de 95 où c'était dur, et de dire mais sur quoi ils se sont mis d'accord pour enfin travailler ensemble et de dire attendez, on est au-dessus, mais on veut réussir. Et c'est là où moi j'arrive parce que je vote pour la première fois qu'en 2002, et ouais, je suis désolée. Et là, je me dis un truc qui a été terrible pour moi, c'est en 2002, je me dis comment ça se fait que on a l'impression, et Pierre-François, tu l'as dit, tu as dit un mot hégémonique. Et ça, c'est très. Et pour moi, quand je vote en 2002, alors il y a ma mère et tout ça, donc moi j'aimais bien ma mère, en plus il me parlait d'écologie populaire, donc ça me parlait à moi. Mais ce qui est fou, ça a été, parce que là je rentrais notamment à Sciences Po, et là c'était incroyable de voir ce qui s'est passé. Et moi j'analyse 2002 comme un parti socialiste qui était très sûr de lui de gagner, très sûr, en se disant les petits partis de toute manière, ils viendront à l'élection, hein, ils seront du renfort du second tour. Il y avait pas de stratégie pour dissuader les petits d'y aller, parce que dans leur confort intellectuel, ils étaient déjà au second tour. Et patatras, arrive le drame. Parce que moi, pour ma première élection, je me retrouve avec Chirac et Le Pen. Et je pense que c'est là aussi, dans notre débat de ce soir, on est à même de penser l'avenir, j'espère, de cette union. Mais de bien aussi saisir les leçons dont on n'a pas souvent tiré, au fait. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu longue, pardon. Non, alors justement, tu fais une bonne transition parce que là, on a une échéance il y a 95, le retrait du plan Juppé, des choses quand même qui restent, qui ne sont pas réglées. 96, le mouvement des sans-papiers, Saint-Bernard, qui marque également très fortement l'opinion. Et puis, la dissolution de l'Assemblée, mais qui est aussi le fruit de ce qui s'est passé dans la rue du rapport de force. La gauche plurielle avait des mesures dont aujourd'hui, on serait content de les avoir quand même, les 35 heures, la CMU, oui. 60 000 sans-papiers qui sont régularisés. Voilà, qu'on regarde ça avec des yeux éblouis. Et pourtant, patatras, qu'il y a 2002. Et donc, peut-être que je vais commencer par Pierre-François, parce que tout à l'heure, il évoquait la question des luttes en bas de la démocratie et de la perspective politique qui devait se construire à partir de là. Qu'est-ce qui a manqué entre 95 et 97 pour que l'expérience gauche soit entière? Et pour 97 et pour ce qui a suivi, est-ce que tu parles d'occasion manquée ou pas? Une occasion manquée, oui, sans doute. Bon, moi, je crois rétrospectivement, je pense que c'était très, très difficile. Il y a une gauche radicale qui naît en novembre-décembre 95, qui se méfie profondément du Parti socialiste et qui dit au Parti communiste qu'il ne faut pas retourner avec le Parti socialiste. Voilà. Hein, et elle est forte, bon, elle s'appuie sur des choses qui sont réelles, mais en même temps, elle n'offre pas une alternative. C'est comme ça que je vois rétrospectivement les choses. C'est-à-dire que on ne dit pas comment gagner. Bon, hein, et aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'hier, mais on doit toujours, après un mouvement social comme ça, se poser le problème d'une dynamique majoritaire. Mais dynamique majoritaire, rappelez-vous, enfin peut-être que ceux qui nous écoutent ne savent pas, mais on est dans les années Tony Blair. Hein. Bon, alors la gauche française est plus à gauche que la gauche européenne à l'époque, hein, et Jospin, c'est pas Tony Blair, mais le libéralisme est là quand même, hein, c'est-à-dire qu'on est quand même dans des politiques avec des mesures emblématiques qui vont être prises entre 97 et 98, et on s'engueule un peu dans la LCR d'ailleurs, hein, parce que moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas s'affronter frontalement, si j'ose dire, à Lionel Jospin, ou en tous les cas au tout début, au moment des 35 heures dont Karima parlait tout à l'heure. Mais rappelez-vous aussi que très vite, face au plan de licenciement, moi je me souviens très bien de l'affaire Michelin, par exemple, où Jospin intervient à la télé en disant qu'il ne peut rien faire, etc. On voit bien que la gauche plurielle, elle a eu sans doute une dynamique en 97, 98, 99, et puis ensuite, il y a les privatisations qui continuent, hein, et qui sont extrêmement fortes. Jospin va privatiser plus que le gouvernement précédent. Il y a l'histoire des licenciements, et globalement, les premières mesures qui sont prises en
97 et qui sont sans doute une réponse politique à la grève de novembre-décembre 95, basculent de l'autre côté. Bon, hein, et 2002, il y a toujours la tentation d'en faire un accident de l'histoire et de considérer que c'était des petits partis, etc., etc. C'est pas faux, il y a ça. Hein, et sans doute que d'ailleurs dans les partenaires de la gauche plurielle, il y avait peut-être une ou deux candidatures qui étaient en trop. Mais on ne comprend pas la situation si on ne voit pas que l'extrême gauche fait 10% le 21 avril. Hein. Alors, c'est obéré parce que c'est Le Pen au deuxième tour. Pour moi, ça a été la bonne nouvelle et la catastrophe en même temps, quoi, hein, globalement. Hein. Mais ces 10%, ils viennent de quoi? Ils viennent d'une partie du peuple de gauche, appelons ça encore comme ça à cette époque-là. Aujourd'hui, je crois que la formule n'a pas beaucoup de sens, qui pense que le gouvernement de la gauche plurielle ne mène pas la politique qu'il faudrait mener. Voilà. Hein. Et sur le plan social, sur le plan écologique, bon, dans les têtes, la conversion écologique est faite. Dans les programmes, elle n'est pas encore, et dans les priorités, elle n'est pas encore totalement faite, hein, pour être très honnête. Hein, et on a encore un mouvement ouvrier qui est très largement productiviste à l'époque. Hein. Bon, mais voilà. Donc, ensuite, c'est comment redessiner ce paysage, c'est-à-dire comment s'appuyer sur le mouvement social et sur les grèves, parce que la gauche ne peut pas mener une politique en profondeur qui remet en cause les structures inégalitaires de la société si ça ne s'appuie pas sur des mobilisations profondes de la société. Moi, je suis convaincu de ça, et encore pour aujourd'hui. Hein. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, fondamentalement. Hein. Parce que, tout simplement, bon, alors là, je suis peut-être un archéo-marxiste, hein, mais le pouvoir économique ne répond pas aux lois du suffrage universel. Voilà, hein, et les lois du capital ne répondent pas aux lois du suffrage universel, et donc il faut des mobilisations profondes quand on veut bousculer l'ordre établi pour faire que les milieux populaires, la classe ouvrière dont parlait Karima, se sentent en confiance, voilà, hein, et sentent qu'ils ont accumulé des choses comme lors du Front populaire, etc. Et quand on regarde la séquence 97-2002, je ne suis pas sûr que dans l'histoire sociale française, elle soit un marqueur aussi fort que 36, la Libération et mai 68. Alors, c'est vrai qu'à côté, on est passé par Hollande depuis. Hein. Alors, tout apparaît à gauche. Ça c'est incontestable. Hein. Depuis là, c'est vrai que du coup le curseur s'est redéplacé. Mais quand même, hein, un certain divorce entre les classes populaires et la gauche traditionnelle, a commencé à s'installer au cours des 5 ans du quinquennat de Jospin. Hein. Et pour moi, ce quinquennat, peut-être comme novembre-décembre 95, je crois que c'est Sophie qui disait ça, c'est un vrai moment de transition. Novembre-décembre 95, c'est une lutte qui ressemble aux luttes du XXe siècle, essentiellement avec un mouvement ouvrier XXe siècle, mais certains aspects préparent à notre monde actuel. Et Jospin, c'est le dernier gouvernement social-démocrate, c'est-à-dire c'est le dernier qui quand même répond à des aspirations qui vient du mouvement social, du mouvement écologique, du mouvement social, des sans-papiers, enfin tout ce que vous venez de dire à l'instant, et puis en même temps qui à partir de 99-2000 bascule quand même dans des politiques qui sont libérales. Hein. Bon, pour les enseignants, on se rappelle de Claude Allègre, hein. Et pour l'éducation nationale, il y a un avant et un après Claude Allègre, par exemple. Hein, et Claude Allègre, on sait de qui il était le ministre, hein, de Lionel Jospin et un profond ami, en dehors d'être un climato-sceptique par ailleurs. Bon, mais voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses, hein, un moment de transition. Pour nous, à l'extrême gauche, c'est le moment peut-être où on commence à entrer dans des problématiques politiques, d'ailleurs qui vont profondément nous diviser après, qui est comment être radicaux au bon sens du terme, prendre les problèmes à la racine, mais en même temps proposer des solutions politiques qui soient des solutions politiques gagnantes. Voilà. Hein. Et c'est à ce moment-là que ça commence un peu à se décanter, en tous les cas dans la tête de quelques-uns d'entre nous. Alors rétrospectivement, quand même, il faut rappeler que Jospin, au départ, c'est pas Tony Blair, hein, loin s'en faut, qu'on a un mouvement social qui n'est pas obligatoirement déconnecté de ce qui va se passer. Il y a eu des appels, je pense à l'appel « Nous sommes la gauche », par exemple, qui disait qu'il faut peser pour qu'il y ait vraiment des mesures de transformation. Il y a eu ensuite un appel à l'autonomie du mouvement social, hein, pour ne pas se retrouver instrumentalisé, continuer à être dans les luttes et faire cette articulation entre la rue et la politique. Toi, Sophie, comment tu vois la séquence 95-97 et après, bien sûr? Surtout ce quinquennat Jospin, je l'ai vécu un peu de l'intérieur parce que j'étais assistante parlementaire en même temps que ma thèse à l'époque au groupe communiste. Et j'ai le souvenir, moi j'ai arrêté certaines années la politique en 2002 parce que pour toi, Karima, c'était ton premier vote.
Moi, en 2002, je me prends une claque et je me dis, il faut que je m'arrête, il faut que je réfléchisse, il y a des choses que je n'ai pas vues là, que je n'ai pas compris. Pour le coup, je me souviens très bien que sur cette séquence Jospin, effectivement, je suis assez d'accord, hein, je ne le mettrai pas au même niveau que Hollande après ou Tony Blair. C'était la continuation de ce schéma classique qu'il y avait dans nos têtes à tous, qu'il fallait être le plus à gauche possible, en fait. Et donc, on était sur des schémas de si ça ne va pas à gauche, on le dit, on se mobilise. Il y avait un certain nombre de tactiques, de stratégies là-dessus. Et je pense qu'on ne voit pas dans notre entre-soi de gauche, tous en fait, hein, qu'on soit LCR, PC, Taubira, Vert à l'époque, qui était quand même plutôt donc associé à la majorité plurielle, on ne voit pas ce qui se passe en fait. On ne le voit pas arriver 2002, et parce qu'on est dans nos codes. On est quand même dans une sorte d'entre-soi il y a une méthode pour essayer d'obtenir plus et d'influencer le gouvernement en place en fait. Et je le vois, moi, comme ça, comme effectivement, quand même, le dernier gouvernement où il y avait quand même moyen d'influencer des choses, mais où le coup était parti. Et c'est le début des grosses baffes quand même, quoi. Voilà, qui aboutit à 2002. C'est quoi les grosses baffes? C'est l'abstention qu'on ne voit pas venir, le décrochage de la politique dans les classes populaires, le vote FN qui commence à changer de sens, de signification à interpeller. Et nous, on est dans nos schémas classiques, en fait. Et moi, personnellement, après ça, j'ai dû faire une pause. Voilà. Et puis, on est aussi dans des contradictions internes à la gauche, parce que moi, je répète quand même, au niveau de l'écologie, c'est effectivement, on n'en est qu'au début. Je trouve qu'en termes d'imprégnation des débats, ça n'a rien à voir avec maintenant. Le mouvement social, hein, effectivement, Karima a raison de rappeler, il y a les mobilisations contre le nucléaire et tout ça. Il y a les Verts qui vont participer à la gauche plurielle. Mais le mouvement social, on l'a dit tout à l'heure, j'ai encore relu toutes les plateformes et les chroniques de l'époque, sont sur le champ du travail, tu l'as bien dit. C'est une mobilisation syndicale, ouvrière, classique du travail. Et aussi au sein de la gauche, on commence aussi à se voir interpeller sur ces différents mouvements qui voient la vie autrement. Parce que l'écologie aussi, ce qu'on va voir émerger plus tard, c'est que ce n'est pas simplement quelque chose de revendicatif au sens syndical du terme, c'est aussi des nouveaux modes de vie, qui vont interroger la société, qui vont interroger les classes sociales. Et ça, quand on est à gauche dans les années 90, qu'est-ce qu'on fait de ça? On est plutôt sur nos schémas classiques. Et on sent aussi que la gauche est travaillée aussi par exemple, hein, cette interpellation de l'écologie qui va devenir après de plus en plus prégnante, qui pose des choses de manière différente. Et puis, je me répète aussi, la course à l'Europe, on a Strauss-Kahn à l'époque. Enfin, je veux dire, on doit préparer l'euro. Et ça, je me répète quand même parce que je trouve que c'est pas assez analysé la manière dont finalement ce gouvernement Jospin, il pouvait être bien sûr un peu plus à gauche où on aurait pu avoir un gouvernement un peu plus à droite. Il n'empêche qu'on était dans quelque chose de borné. On était dans une trajectoire pour préparer l'euro avec les critères de Maastricht et il fallait faire de la croissance pour redistribuer et tout était un petit peu ça. Moi, je me souviens de Strauss-Kahn, quand il parlait, tout était pour faire de la croissance et pour arriver dans les critères de Maastricht, pour arriver à l'euro en l'an 2000, quoi. Donc voilà, moi, j'ai ce souvenir-là d'une période où il y a quand même eu des choses rétrospectivement et où on ne voit pas arriver les années 2000 qui vont nous prendre à la gorge par la suite. Et puis aussi, je suis quand même assez d'accord aussi avec ce qu'a dit Karima. Quand même, si je reviens un petit peu en arrière, c'est quand même aussi, à l'époque, l'arrivée de la gauche plurielle est quand même une sorte de débouché politique de ce qui s'est passé 1 ou 2 ans avant. Ça, faut quand même le dire, parce que peut-être qu'à notre époque aujourd'hui, ce serait beaucoup moins évident. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une époque où il y a beaucoup plus de décalage de temps, de distorsion, pour moi-même de séparation entre le mouvement social et ce qui se passe dans le champ politique. À cette époque-là, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des distorsions qui commencent à apparaître, mais il y a quand même encore une sorte de ping-pong entre le mouvement social, son débouché politique, le mouvement social, son débouché politique. Et c'est après, quand on va avoir des problèmes stratégiques qu'a décrit Pierre-François, le rapport au Parti socialiste, est-ce qu'on fait avec ou est-ce qu'on fait contre, que on va se retrouver dans une sorte de problème stratégique à gauche
qui va nous poser beaucoup de difficultés par la suite pour continuer à avoir le pouvoir collectivement et à trouver effectivement des solutions alternatives en fait à tous ces problèmes-là. Voilà. Et je me retourne donc vers Karima et vers Nicole. Les écologistes et le Parti communiste étaient membres actifs de la gauche plurielle au gouvernement. Karima, rétrospectivement, les Verts gardent quel souvenir et comment ont-ils analysé ce moment-là? Là, moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, il y a des fiertés et on ne peut pas dire le contraire. La question des 35 heures, qu'on le veuille ou non, on a été regardé partout en Europe en disant « Waouh, il y a un truc qui est en train de se passer ». Au point que même aujourd'hui, il y a des pays européens qui sont en train, notamment ceux du Nord, qui sont en train de recopier la France sur le modèle des 35 heures, voire ils veulent aller plus loin, ils veulent aller sur 32 heures, parce qu'ils disent ils ont réussi. Donc, la question des 35 heures, il faut se souvenir aussi qu'à l'époque, il y avait la mise en place des emplois jeunes pour aider la jeunesse. C'était à l'époque 350 000 emplois jeunes pour filer des coups de main. Il y avait toute la question de la couverture maladie universelle. Il y avait ça, et on a vu l'arrivée de la prime à l'emploi. Il y avait eu toute la question notamment aussi sociétale, et je pense que ça aussi, ça a été un électrochoc. On a commencé à parler de parité. Non mais c'est quand même la gauche. On a commencé à parler du Pacs. Vous voyez, je pense qu'il ne faut pas tout jeter. Le problème pour nous, les écologistes, c'était de faire adopter notamment la transition écolo, et que le logiciel socialiste, il est vraiment incrusté dans des politiques productivistes. Et donc, la pauvre Dominique Voynet, quand elle est arrivée, elle avait plein d'envergure, et puis elle était jeune, quoi. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'on a emporté un peu la bataille. Il faut se souvenir de l'époque de l'abandon du Super Phénix et du canal Rhône, qui a un peu marqué les esprits, parce que c'était des grands projets d'aménagement du territoire. Mais là, ça a été très dur d'avoir notamment, nous, on voulait ce qu'on appelle un moratoire sur la construction d'autoroutes, parce que tous les élus voulaient avoir tout le temps plein d'autoroutes. Et on voit les dégâts de la biodiversité aujourd'hui. On a perdu carrément un département. Là, sur les 10 ans, sur les 20 ans, ça a été terrible en termes de biodiversité. On voulait mettre en place le principe pollueur-payeur. Ça n'a pas été fait parce que c'était très dur. Et ensuite, on n'a pas, même le projet de loi sur l'eau, qui était un projet incroyable et qu'il a fallu vraiment du temps pour le mettre en œuvre. Et je pense que le gros débat, ça a été aussi avec les chasseurs et les agriculteurs, où là, il y avait une passerelle pour justement de faire la transition. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est en 2021 et on est encore en train de parler du glyphosate et des néonicotinoïdes, et on n'a toujours pas réglé ces questions de bonne bouffe dans nos assiettes pour les agriculteurs, pour qu'ils puissent vivre, mais aussi leur transformation et leur accompagnement pour que justement, eux aussi, je rappelle qu'en France, c'est un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours. Donc, et c'est là où on n'a pas pris le virage, alors qu'il fallait prendre le virage et être le leader sur cette question-là. Donc, je pense que Dominique Voynet et Yves Cochet sont entrés dans ce gouvernement pour un peu réveiller les consciences et se dire c'est peut-être maintenant ou jamais de mettre les mains dans le cambouis et d'essayer. Mais malheureusement, on voit bien, même sur les questions de la centrale de Fessenheim ou des choses comme ça, a été très dur pour eux parce qu'ils étaient dans une idéologie, mais à 30 000% très loin de l'idéologie un petit peu socialiste. Et aujourd'hui, il est vrai, alors quelque part tant mieux, parce que tout le monde se revendique écolo, même ce gouvernement. Donc voilà. Mais la question, c'est plus d'être juste écolo. C'est la logique de la cohérence. On ne peut pas d'un côté dire on défend la planète et de l'autre côté construire des projets faramineux, continuer le glyphosate. Vous voyez, c'est ça être écolo, c'est dans la cohérence. Et on voit que là, on va avoir un problème dans les années à venir sur la cohérence de la gauche, sur l'écologie. Parce que moi, je veux bien qu'on... Alors, tout le monde dit qu'il faut unir la gauche, et j'espère qu'on aura ce débat, mais unir la gauche, c'est bien, mais pour faire quoi? Et je pense que ça aussi, et Nicole peut-être nous le dira, parce que je pense que quand ils sont rentrés au gouvernement, il y avait aussi une volonté un peu de programme commun. Ben, moi, je n'étais pas dans les coulisses, mais au moins, il y avait des idées. Et ce qui était assez hallucinant par rapport à avant,
dans les années 70 et tout ça, j'avais l'impression que c'était plus les questions d'idéologie. On n'est pas revenu sur un grand débat sur l'Europe, on n'est pas revenu sur un grand débat sur la démocratie. Alors que nous, on va devoir le faire, j'ai l'impression. Mais eux, à l'époque, c'était un peu plus pragmatique. C'était comment on fixe un programme commun et comment on réussit. Mais la partie sur l'écologie de la transition, ils étaient trop faibles, les écolos, pour peser. On va... Moi, Vas-y. Nicole, raconte-nous. Bon, je crois que, enfin, moi sur le 97, c'était pas un programme commun, il n'y avait rien de tout ça. D'abord, il faut quand même, au Parti communiste, il y avait un débat vraiment frontal en 96. Au congrès qui a suivi 95, sur les socialistes et enfin, les relations avec les socialistes. Et donc, il y avait quand même beaucoup de communistes qui constataient que quand même le Parti socialiste, depuis 83, avait dérivé largement, en quelque sorte accepté l'économie de marché, etc. Et que donc, c'était très difficile de s'allier avec eux. D'autant que par rapport à 81, il n'y avait pas de travail sur un programme possible, sur rien du tout. Mais c'est vrai qu'au moment la gauche a gagné en 97, alors on n'est même pas allé jusqu'à 98, puisque la dissolution a fait que c'était 97, alors c'était encore moins près que prévu. La majorité des communistes a été pour la participation. Je dois dire que la direction, personnellement, j'étais une des rares qui n'était pas favorable à la participation, compte tenu de l'expérience. Mais la direction a fait pression, le reste de la direction était pour, et ils ont fait quand même pression sur les communistes qui ont voté très majoritairement pour la participation. Alors évidemment, on s'est réjoui de cette participation parce qu'il y a eu des choses, par les 35 heures notamment, qui étaient une revendication de la CGT, des communistes, enfin bon, sur pas mal il y a des choses qui étaient positives, c'est incontestablement, qui répondaient à des attentes du mouvement social pour le moins, du mouvement sociétal aussi, voilà, il y avait une espèce de quand même un petit peu de bouffée de nouveau, mais la déception populaire a été rapide. Elle a été rapide à cause des privatisations, de ce qu'a dit Pierre-François, les privatisations, Jospin, quand même Jospin lui aussi s'est fait élire avec le droit d'inventaire, et il n'y a pas eu d'inventaire parce qu'on avait quand même très mal fini la séquence Mitterrand. Pour les gens qui ont vécu ça, la fin de la séquence Mitterrand, c'était quand même calamiteux. Donc, droit d'inventaire, ce que le PS n'avait pas fait. Alors, Jospin, c'était bien, lui parlait de droit d'inventaire, les autres n'en parlaient pas. Ceci dit, à la place du droit d'inventaire, on a eu quand même comment dire, dérive petit à petit qui a fait que les catégories populaires se sont complètement ont été très déçues et ont commencé à contester. Je me souviens de la loi de sécurité sociale de je ne sais plus laquelle, de peut-être 2000. C'était au Parti communiste, personne ne voulait qu'on la vote. On l'a votée parce qu'on était au gouvernement. Bien sûr, Marie-Georges Buffet a fait beaucoup pour le sport, puisque maintenant, même maintenant, c'est très loin, il y a des gens qui disent il nous faut un ministre comme Marie-Georges Buffet pour le sport. D'accord, donc de ce point de vue, voilà. Mais les communistes étaient atterrés des privatisations, de la situation sociale qui se dégradait, et de Jospin qui, finalement, devenait immobile. Donc, tout ça, finalement, qu'en a tiré le parti, parce que ça a débouché sur 2002, qui était une catastrophe historique à l'époque. Bon, après, on en a d'autres de catastrophes, mais là, c'était une catastrophe historique. Personne ne pouvait l'imaginer.
Mais qu'en a tiré le Parti socialiste? Rien du tout, puisque après le choc, qui a été un grand choc, surtout que Jospin est parti carrément, voilà, disparu des radars. Mais ils en ont tiré deux choses absolument ahurissantes. La première, c'est que c'était à cause de la cohabitation. Finalement, ils avaient pâti de la cohabitation. Trois choses. Pâti de la cohabitation. Deux, que la multiplication des candidatures avait empêché Jospin de gagner. La candidature à gauche avait empêché Jospin de gagner. Et troisièmement, qu'on ne pouvait plus faire confiance, enfin que les couches populaires, c'est pas la peine de s'y intéresser trop, parce que de toute façon, elles s'étaient mises à voter Le Pen. Et le PS, après, a théorisé, je me souviens de discours, d'écrits de Terra Nova, où on expliquait que la question, c'était les couches moyennes, que de toute façon, les couches populaires, voilà, les socialistes ne pouvaient plus imprimer en quelque sorte les couches populaires. Bon. Donc, c'était vraiment... et c'est vrai que les couches populaires se sont en quelque sorte, à partir de ce moment-là, éloignées complètement du PS. Complètement. La chute entre 88, où les ouvriers votaient à 60% pour la gauche, on était déjà tombé à ce moment-là à 40% pour la gauche. Hein. Je ne parle pas pour le Parti communiste, pour la gauche. Donc, vous voyez, là, en l'espace de quand même assez peu de temps. Donc, je trouve que cette incompréhension de ce qui se passait à plusieurs niveaux, et y compris au Parti communiste, c'est la même chose de ce point de vue, même s'il y avait des critiques très fortes sur le PS, la direction entendait assez peu, mais en tout cas, sur ce qui se passait dans la société, la façon dont les catégories populaires se sentaient flouées pour la deuxième fois, après il y a eu la troisième fois avec Hollande, je crois que les partis traditionnels de la gauche, on va dire, historiques de la gauche, ne l'imaginaient pas à sa juste mesure, quoi. Et d'ailleurs, ils ont continué à ne pas le faire, puisque en réalité, les couches populaires, elles se sont vraiment... Il a fallu attendre, bon, on en parlera peut-être après, il a fallu attendre bien longtemps pour qu'il y ait une petite reprise du vote populaire à gauche après 2002. Oui, alors justement, on va tranquillement avancer, mais c'est vrai qu'après 2002, quand même, on sent qu'il y a une explosion de la gauche et en même temps des tentatives de recomposition pour des raisons qui ont été données. Pierre-François parlait tout à l'heure à la fois des radicalités, mais également, vous l'avez tous dit, des exigences démocratiques nouvelles. Il y a eu des tentatives de se rassembler, je pense au traité constitutionnel européen, notamment en 2005, parce qu'on sent qu'il y a une césure entre ceux qui veulent accompagner la mondialisation libérale et puis ceux qui veulent résister, en tout cas mettre des garde-fous. Et puis, il y a des expériences propres à chaque organisation pour dépasser le modèle partitaire. Je pense au NPA, la LCR qui devient NPA, la coopérative avec Europe Écologie Les Verts. Ensuite, en termes de rassemblement, le Front de gauche. Plus récemment, on peut aller même jusqu'à la France Insoumise. À chaque fois, il y a des forces qui prennent acte des bouger dans la société. Et en même temps, on est sur une tendance lourde qui ne s'inverse pas pour l'heure entre les classes populaires, les gens et la représentation politique, et y compris la participation à la perspective politique. Donc, tu posais tout à l'heure la question, Karima, mais moi je vais vous la poser. Qu'est-ce qu'on peut mettre au cœur d'un projet de transformation sociale et sur quoi aujourd'hui la gauche et les écologistes peuvent-ils faire un front commun ou en tout cas peuvent-ils converger? Qui c'est qui veut commencer? Peut-être Sophie, puisque tu es
toute jeune promue. Ah zut Ah oui, il en faut bien une. Alors là, la manière dont tu poses la question, en fait, je la comprends. Elle est une manière très politique, en fait, de formuler ta question. Ben, tu l'as déconstruit. Et justement, et en fait, moi, au point où j'en suis pas là, en fait. J'en suis à quelque chose de beaucoup plus modeste et à l'écoute. Voilà. Parce que je trouve qu'on est quand même dans une période où, je pense que là, ça y est, hein, là, depuis au moins, je dirais, 2015, 2017, etc., on est dans une période de chambardement permanent. La seule chose que moi je sens quand même assez profondément, c'est ce rapport à la démocratie qui me paraît central, effectivement, aux institutions qui ne fonctionnent plus. Hein, donc déjà, avant de parler de gauche, de droite, de partis politiques, il y a ce problème de l'abstention, des gens qui ne votent plus, et cette dissociation qui, moi, déjà, me paraît être une sorte de préalable du rapport des gens à la politique, déjà, en règle générale. Et ça renvoie à une incompréhension, parfois à juste titre d'ailleurs, hein, de qui décide, où, pour qui, quoi, comment ça marche, on ne sait plus, on ne comprend plus rien, quoi, voilà. Par rapport à ça, moi, je ferais juste une petite incidence sur ce qu'on a connu à Marseille, qui était très particulier et pour lequel jamais je ne généraliserai d'ailleurs au niveau national ce qui s'est fait. Moi, j'ai ressenti quelque chose de l'ordre d'un élan civique, par exemple. On veut contrôler les élections, on ne veut plus de fraude, on veut que le résultat nous appartienne. En fait, il y avait quelque chose de l'ordre d'une appropriation démocratique du scrutin. C'est ce qui a fédéré, plus un deuxième élément qui est « Oh, vous y êtes arrivés, vous êtes tous ensemble ». Voilà, même si ce n'était pas tout à fait vrai, puisqu'il y avait les Verts au premier tour, mais il y avait ce côté un peu héroïque d'avoir surmonté toutes les divisions entre un certain nombre de sensibilités. Et en fait, l'unité et le côté civique étaient essentiels dans une dynamique de campagne, tout du moins. Du coup, je ne suis pas en train de citer du contenu, si ce n'est que nous, on retourne quand même, je trouve qu'on revient quand même à une époque où le contenu va redevenir très basique. Du coup, je suis obligée de parler de ma ville parce que je suis ancrée dedans. Mais quand on en revient aujourd'hui à des questions d'habitat indigne et d'école publique, c'est très basique, y compris pour la gauche, en fait, hein, ou de faire reculer la place de la voiture, voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses comme ça aujourd'hui qui se jouent de l'ordre, et en plus avec la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, qui relèvent de la survie, qui relèvent de l'alimentaire, qui relèvent de quoi va être fait demain. Et il y a des niveaux d'urgence, en fait, aujourd'hui, qu'on doit appréhender et qui sont compliqués pour des politiques pur sucre, parce que quand on est politique pur sucre, je me mets dedans, en fait. On a toujours des théories, des plans, des programmes, mais en fait, on est toujours confronté à la déconstruction de ça, aux urgences, à des contextes complètement fous, quoi. Parce que je veux dire, ces dernières années, entre les attentats, la crise sanitaire, enfin, le monde change, là, complètement bascule sous nos yeux. Et du coup, moi, je pense que la bonne posture aujourd'hui, il est d'être profondément modeste, à l'écoute, unitaire, et de ne pas parler à la place des gens, mais de sentir, voilà, ce qui peut encore leur donner de l'espoir et construire ensemble, quoi. Voilà. Du coup, cette démarche participative et démocratique, pour moi, c'est pas une manière de noyer le poisson, elle est essentielle dans une reconstruction de quelque chose. Parce que ce qui nous a quand même tous fait souffrir beaucoup à gauche, ce sont les écoles théoriques qui se condamnent les unes les autres, les débats très théoriques, les débats que personne ne comprend en dehors de ceux qui savent. Et ça, en fait, on l'a payé très cher. On l'a payé très cher. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait le programme clé en main qui a réponse à tout, quoi. Voilà. Donc, moi, j'en suis juste là, et je le dis modestement, pour avoir vécu des échecs et des réussites dans la période récente, et si ce n'est que j'ai le sentiment qu'on est en pleine ébullition, en profond chamboulement, et qu'il faut être très, très, très à l'écoute et sentir d'un mois sur l'autre, presque parfois d'un semestre sur l'autre, ce qui se passe dans la société française pour pouvoir y répondre. Voilà. Juste une question supplémentaire. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es réengagée progressivement? C'est venu à partir de quel moment et sous quelle forme?
À partir de quand je me suis désengagée ou engagée? Tu as dit quand tu t'étais désengagée, mais comment tu es revenue par le terrain? Ah oui, oui. Ça, c'est lié au fait que j'ai continué mon boulot à Marseille quand je suis installée à Marseille en 2003. Donc là, j'avais un peu arrêté la politique. Et cette ville, elle m'a complètement bouleversée sur plein de plans. Et en fait, c'est une ville bon, avec une question sociale très forte, mais une question écologique très forte. Enfin, je veux dire, quand on arrive à Marseille, c'est le vent, la mer, le Mistral, les poubelles, il y a tout. Voilà, cette ville respire le besoin d'écologie et en même temps d'une écologie populaire. Et en fait, ça m'avait vraiment, c'est par ma ville, en fait, que je suis revenue à la politique. Donc, du coup, des choses très peu théoriques, en fait. Des choses du ressenti, des choses de ma vie de tous les jours, en fait. Et c'est comme ça qu'après, je suis allée chez les Verts parce que je voulais changer ma ville déjà à l'époque, de par ce que je voyais. Et c'était vraiment de l'ordre du quotidien et du vécu réel pour moi, quoi. Voilà. Il y a encore des choses qu'aujourd'hui, j'essaye d'appliquer pour changer ma ville que je ressentais déjà à l'époque. Et c'est vraiment le lien à l'urbanisme, voilà. Et donc ça aussi, c'est des modes d'engagement politique qui sont pas forcément les mêmes que j'ai eus quand j'étais étudiante ou quand j'étais salariée, puisque c'est une forme d'engagement politique qui touche à un territoire et à un urbanisme et à des éléments naturels, voilà, et à une situation géographique quasiment et sociale. Donc je pense aussi qu'on a des engagements politiques par rapport au contexte dans lequel on vit, tout simplement, et que ça nous impacte, voilà. Et donc, du coup, j'avais repris l'engagement politique chez les Verts après l'élection de Sarkozy qui m'avait quand même bien secouée. Parce que celui-là, quand il a été élu, je me suis dit, c'est bon, je recommence. Voilà, quand il était Sarkozy, ça a quand même été un détonateur pour nous tous aussi. Hein, parce que ça aussi, même à droite, Sarkozy est une bascule. Enfin, on passe à une autre forme de droite. Pour moi, c'est le début du populisme de droite, hein, Sarkozy. On commence à trouver des registres et une façon de parler, une certaine morgue, une façon de mentir, une façon de pipoter, une façon d'être violent, hein, des tournants dans la façon de parler qui pour moi date aussi de Sarkozy, quoi. Hein. Donc, quand on reçoit ça dans la tronche, voilà, on se dit, c'est à ce moment-là que j'ai repris du service. Voilà. Nicole, toi, tu as participé donc à cette recomposition. Quand même, il y a eu plusieurs étapes. Tu écoutes Sophie et comment toi, tu as vécu les dernières années et ces recherches qu'il y a de lien entre mouvement social politique et de convergence nouvelle? Moi, j'ai beaucoup, en fait, je me suis beaucoup investie personnellement, comme moi, je suis toujours membre du Parti communiste, donc j'ai toujours été suivie quand même ce qui se passait au Parti communiste, même si je suis très critique à l'égard du Parti communiste actuel, mais moi, je pense que les tentatives, quand même, de rassembler le mouvement social, de réconcilier le mouvement social et politique, en quelque sorte, et d'unir, disons, l'anticapitalisme, on va dire, enfin, la contestation anticapitalisme, et d'en faire de la politique programmatique, d'ouvrir des perspectives. À un moment donné, le Parti communiste s'est quand même bien qu'affaibli, il s'est quand même très investi là-dedans, il faut le dire, de façon brève, mais il s'est quand même investi avec le Front de gauche. Et moi, j'ai trouvé cette expérience intéressante. Honnêtement, je trouve qu'elle a permis quand même de rapprocher des partis, on va dire, mais aussi du mouvement social. Enfin, ça a été un moment, d'ailleurs, ça s'est traduit par un rebond quand même de la gauche radicale, on va dire, anticapitaliste en 2012, ce qui n'était pas gagné, si je puis dire, parce qu'il y avait une attente et que le Front de gauche a correspondu quand même à quelque chose qui parlait, y compris un peu dans les couches populaires, parce que c'est avec à partir de 2012 et plus encore certainement en 2017,
le rapport de force s'est un peu modifié parce qu'il y a une partie de l'électorat socialiste qui a carrément cassé avec le Parti socialiste. Il ne faut pas croire, hein, 2017, c'est l'ajout de 2012 plus un départ de socialistes. Bon. Mais en tout cas, en 2012 déjà, et après 2017, on voit quand même qu'il y a des couches populaires qui ont un peu plus revoté pour candidat, disons, gauche radicale, on va dire. Hein. Même si après, il s'appelait la France Insoumise, mais c'est vrai. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que moi, j'ai participé à l'élaboration du programme commun, on va dire, en 2012. C'est vrai que ont participé beaucoup de syndicalistes. Bon, voilà, je ne veux pas embellir les choses, mais c'était un début de rassemblement du mouvement social, une partie en tout cas, et des politiques, et une partie de rapprochement de la gauche, disons, oui, anticapitaliste, on va dire, ou radicale. Enfin, bon, les mots sont un peu, parce que gauche radicale, voilà, ça évoque quand même uniquement l'extrême gauche, quand souvent auprès des gens, bon, c'est pas tout à fait comme ça, quoi. Donc, mais c'est vrai que ça a été très bref, parce que les protagonistes du Front de gauche, en quelque sorte, se sont non pas concertés, mais ont mis beaucoup du leur pour casser le Front de gauche. Pour être honnête, c'est une explosion en vol, parce que l'ouverture aux citoyennes ne s'est pas faite. Puisque quand même, il y avait quand même dans les projets du Front de gauche, il y avait d'offrir que les citoyens pouvaient adhérer au Front de gauche. Enfin, bon, il y avait tout ça. Il y avait quand même, il y avait beaucoup sur la démocratie là-dedans, beaucoup sur le changement de république, changement des institutions, et c'est des choses qui parlaient. Y compris dans les catégories populaires. Changer la donne sur les institutions, ça parlait. Moi, je me rappelle de meetings où c'est vrai que les gens étaient intéressés par ça, parce que la chape de plomb de la Ve République, c'est quand même quelque chose, parce qu'elle organise finalement toujours la politique d'en haut, la politique des notables, la politique des privilégiés, en fait, tout ce que les gens contestent dans les acteurs politiques, ce qui est terrible. Parce que le rejet des politiques, il atteint un niveau, enfin, aujourd'hui, je crois qu'il y a 12% des gens qui considèrent que les politiques servent à quelque chose. C'est quand même, il faut penser ça, il faut intégrer ça si on veut faire autrement. Parce que les syndicats, en 95, les syndicats ont trouvé l'action des syndicats positive à peu près à 55%. Aujourd'hui, les syndicats, malgré les grands mouvements depuis 2017 sociaux, sont à 30% à peu près de gens qui trouvent que l'action syndicale est positive. Donc, les organisations, quoi. Hein, quand on voit là le rôle des organisations, les gens par rapport aux organisations. Et les politiques, c'est 12%. Donc, évidemment, ceux qui s'appellent partis politiques, on va dire, toutes formes confondues, de la gauche et de la droite aussi, enfin, la droite c'est un peu différent quand même, mais de la gauche, il faut quand même se dire qu'il y a un problème majeur, vraiment. Donc, je crois que on ne peut pas... il faut redonner du sens à la politique. Et aujourd'hui, si à gauche, personne n'est capable de voir que tout seul, chacun tout seul ne peut rien, mais qu'il ne peut y avoir rassemblement que si on arrive à partager ensemble pourquoi ça a échoué, ce qu'on a fait précédemment, pourquoi ça a échoué. Avoir une analyse commune, et une analyse commune qui permette d'apporter des solutions qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui. Et je suis d'accord, il y a des enjeux immédiats,
Les inégalités sociales, la pauvreté. Maintenant, ça va déborder, quoi. D'ailleurs, les gens disent que les inégalités sociales sont insupportables. Ça, ils sont une majorité à le dire. Alors, ils ne disent pas qu'il faut abolir le capitalisme. D'ailleurs, plus personne ne peut penser qu'on peut abolir le capitalisme à passe-bouton. Mais ils disent qu'il faut réformer en profondeur le capitalisme. Ils sont 50%. Donc, vous voyez, ça va bien au-delà de la gauche. Enfin, de la gauche qui vote des gens qui votent pour la gauche aujourd'hui. Hein. Donc, mais si à gauche, on n'est pas capable de voir que ça ne peut pas se faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire à se diviser, à faire de l'électoralisme à outrance pour avoir des élus. Oui, il faut avoir des élus, bien entendu, mais on en a de moins en moins. Donc, ça pose quand même un sacré problème aussi. Et mais qu'on arrive à avoir ensemble quelque chose qui se tient, qui ouvre une perspective, qui donne de l'espoir. C'est à ça que servent les politiques. Et évidemment, à agir sur le plan institutionnel, à faire effectivement une république citoyenne. Enfin, vous voyez, toutes ces choses qui peuvent parler à tous ceux qui espèrent, parce qu'il y en a qui tirent un trait, hein, mais il y a ceux parce que quand même, il y a des contre-tendances. La jeunesse, elle fait des choses formidables à l'heure actuelle, comme on n'a jamais vu avant. Il faut quand même pas voilà, on peut parler de 68, on peut parler de tout ça, mais c'était une autre époque. Et de voir que dans la situation d'aujourd'hui, on a des jeunes qui se mobilisent, qui font des rassemblements formidables, avec des idées formidables, que ce soit l'antiracisme, que ce soit les femmes, que ce soit tout ce qu'on veut, mais qui ne veut pas que ce soit comme avant. Voilà, qui veut que les partis politiques, je ne sais pas ce qu'ils espèrent des partis politiques, mais en tout cas, ils ne se reconnaissent pas dans les partis pour eux, ce sont des partis d'avant. Et c'est vrai que les partis de gauche issus du mouvement ouvrier du début du siècle, ils en ont pris un grand coup et ils ne sont pas en capacité, pour l'instant, de beaucoup faire leur examen de conscience. Quant aux autres qui sont nés justement de l'incapacité de ces partis-là, je pense aux Verts, je pense à la France Insoumise, qui n'est pas tout à fait un parti, mais enfin bon. Mais eux, ils ont d'autres logiques. Les Verts, ils sont divisés. Ils ne sont pas divisés sans doute sur l'écologie, mais en réalité, ils sont divisés. Le PS, n'en parlons pas. La partie du PS qui continue de vouloir offrir une perspective, elle est très petite, mais elle existe néanmoins. La France Insoumise, le populisme de gauche, d'accord, mais il a fait pchit assez rapidement à l'heure actuelle, parce qu'il y a eu une espérance et pof, ça s'est cassé. Alors, est-ce que c'est la personnalité de Mélenchon? Est-ce que c'est que l'organisation politique, ça veut dire quelque chose? Parce que ça forme des militants, parce qu'il y a des gens qui sont toujours là, parce que ça fait des rapports de force idéologiques. Donc, tout ça, ça reste vrai. Je pense qu'on ne peut pas se passer d'organisation politique qui se propose de changer globalement. Et moi, ce que je trouve très intéressant à l'heure actuelle, positif, avec toutes les tendances négatives dont j'ai parlé, il y a du positif. Quand je vois, par exemple, l'appel des 18, c'est pas parce qu'il y a la CGT et Martinez en bonne forme, en bonne place, mais il y a quand même 18 grandes organisations qui veulent pas la récupération par les politiques, mais ils disent, mais qu'est-ce que vous faites? Il faut une perspective. Parce que ça veut dire que, oui, il y a des contre-tendances, l'autonomie du mouvement social, il n'y a que le mouvement social, on attend le grand soir, peut-être, mais il y a quand même je trouve que là, il y a une interpellation des politiques à l'heure actuelle par cet appel. Il y a autre chose, sans doute, mais je pense à cet appel parce qu'il est récent, et qui dit, mais qui va donner une perspective globale qui va permettre quand même à tous les acteurs du mouvement social de se dire, oui, là, il y a quelque chose qui se passe. Pour nous, ça vaut la peine. Voilà, parce que sinon, on
on sera en 2022 ou avant 2022, je ne sais pas, dans la même situation qu'on a pu être précédemment, récemment, pire. Être pire, oui. Voilà. Alors, Karima, qui est comment? Moi, je suis d'accord avec Nicole, c'est-à-dire que la société aujourd'hui est en avance sur le politique et que les partis politiques doivent faire aujourd'hui leur révolution en interne. Tu as totalement raison. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a ce fer de lance qu'on appelle en France la présidentialisation. C'est quand même fou la violence de ce combat. Parce que indirectement, on a aussi un scrutin qui ne va pas du tout en France. Vous voyez ? C'est-à-dire, en gros, c'est celui qui est président qui va avoir sa majorité à l'Assemblée et tout est verrouillé. Il y a un problème de démocratie. Pourquoi ? Parce que les Français ont soif de démocratie à tous les étages et tu as raison, Nicole. Ils ont soif de démocratie sur n'importe quel débat, même dans leur entreprise, même dans leur association. On voit qu'ils ont envie de participer. Et en même temps, on voit quoi également ? C'est qu'on a inventé des outils. Les outils, c'est chacun brandit aussi sa primaire. Regardez ce qui s'est passé la dernière fois. Incroyable, même au sein du Parti socialiste, où on a Benoît Hamon qui gagne, et on a un Valls qui dit « de gauche irréconciliable », c'est sa phrase quand même. Et donc, ça donne quoi ? Ça donne, on met en scène, alors tu as raison de dire que chaque parti devrait d'abord faire le nettoyage en disant « arrêtez, le temps n'est plus à la division mais à l'addition », ça je suis totalement d'accord. Et ensuite, la véritable logique sur laquelle on doit avancer, si on veut changer, c'est, avant de se demander comment on va faire l'union, entre guillemets, de la gauche, il faut se demander pourquoi faire l'union de la gauche ? Pourquoi faire ? Si c'est pour se compter les uns les autres et on fait des petites manigances sur un coin de table, alors tu veux combien de députés à l'Assemblée nationale ? Et toi, tu veux une circonscription ? Moi, je me retire. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des raisons politiques fondamentales, il y a des raisons de conjoncture, mais moi, personnellement, pour moi, ce que j'attends pour 2022, moi, j'espère qu'on va réussir à s'unir sur la grande mère des batailles. C'est la bataille du climat, en fait. Et je pense qu'avant tout, si on ne remporte pas la bataille contre le dérèglement climatique, et ça a été un peu dit tout à l'heure, mais les premiers qui vont souffrir vraiment, c'est les plus précaires. Et on voit bien socialement, c'est eux qui ont été tout de suite touchés par la crise du coronavirus. Et oui, parce qu'on a oublié que cette crise du coronavirus, à la base, elle vient d'une crise des écosystèmes. On a l'impression que tout le monde oublie. Ben non, ça vient des écosystèmes, ça va pas, ça a été transmis de l'animal à l'homme. Et on nous dit quoi ? En plus, il y a des variants. Mais attendez, les gars. Et donc, si on ne règle pas cette question climatique tous ensemble, on a un problème parce que parallèlement, ça touche à tout. À l'économie, au social, à la démocratie, à tous les dispositifs de logique sur lequel on doit sortir logique productiviste et logique de consommation. Avec, et ça a été très bien dit tout à l'heure, mais moi je crois que ce sont les plus précaires socialement qui sont les plus grands précaires de manière environnementale. La malbouffe, elle est imposée pour les plus pauvres et les classes populaires. Les logements mal isolés, qui sont des passoires thermiques, il y a encore le rapport de l'abbé Pierre qui vient de sortir, qui est une catastrophe. Et l'une des grandes causes, c'est ça. C'est-à-dire que le dérèglement climatique amène aussi un système aussi de gouffre financier pour des locataires. On est quand même en train de marcher sur la tête. Donc, moi, je le dis, il y a juste un moyen assez simple, c'est que est-ce qu'on va prendre le virage de la transition écologique ? Et mettons-nous autour de la table pour dire comment on fait pour que justement, on a une fenêtre de tir qui est très réduite. On nous dit c'est 8 à 10 ans. 8 à 10 ans, on peut se mettre d'accord sur concrètement comment on arrive à atteindre les objectifs. Concrètement. Et là, c'est aussi nouveau. Pourquoi ? Parce que ce qui est nouveau, c'est qu'on a eu une convention citoyenne. On peut la critiquer, on peut dire... Mais le principe même de tirer au sort des gens qui se parlaient pas, mais qui font des propositions. Et aujourd'hui, ils sont en colère. Ils sont en colère parce que leur proposition, elle va beaucoup plus loin parfois que les politiques. Leur feuille de route, c'était de retrouver les 32 heures dans leur feuille de route. Finalement, ça a été renvoyé au calendrier grec et supprimé. Vous voyez ? Et je pense qu'il y a ça. Ensuite, quand je dis « soyons intelligents »,
je le dis avec un peu d'humilité, mais aussi de gravité à la gauche, à ceux qui se sentent de gauche. Ne manquons pas le rendez-vous de l'histoire. Parce qu'on ne va pas attendre comme Mitterrand 23 ans. 23 ans, ils ont attendu avant d'arriver en 1981. On pourrait reparler de 81, la gauche, etc. Mais on ne va pas attendre autant d'années pour vraiment changer de paradigme. Et comme tu le dis très bien, Nicole, et je reprends tes mots, je pense qu'il faut regarder ce qui se passe autour de nous, même à Marseille et partout. Les gens font des choses extraordinaires. Et même dans le Covid, il y a des choses extraordinaires. Mais c'est cet élan d'enthousiasme, cet élan d'espoir qu'il faut absolument retrouver. Il faut que la gauche, elle relève la tête, là. Elle est où? Elle est en train de se battre sur des égouts en disant moi, je, et si je suis. On fait pas. Moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, c'est si je suis. C'est avoir déjà un programme sympa et déjà de se parler. Qu'est-ce qui empêche de se parler? Juste ça. Et donc, moi, je suis dans une dynamique de me dire, soit on arrive vraiment à se dire que tous ensemble, on prend le virage de la transition écolo et qu'on arrive même à avoir une perspective pour 2022, ou soit faut à nouveau se compter. Mais se compter, je suis désolée de le dire, se compter, ça va être aussi un enjeu très risqué parce que je pense qu'en face de nous, on a des gens qui veulent gagner. Et vous savez quoi? Marine Le Pen, pour l'instant, elle se projette déjà. Moi, je n'ai pas envie d'avoir ça. Et donc, je mettrai mon énergie pour faire en sorte qu'on ait... je pense qu'on n'a plus le temps. Donc, il faut... moi, je pense que la révolution écolo, il faut la faire. Et c'est maintenant. Et c'est gagnant. C'est un contrat gagnant pour tout le monde, quoi. C'est gagnant pour le climat, mais c'est gagnant pour des nouveaux salariés, des nouveaux emplois. C'est gagnant pour mieux respirer. C'est gagnant pour mieux sentir à l'aise, etc. C'est ça le contrat gagnant qu'on doit avoir en 2022. Alors, c'est peut-être, on va me dire, oui, mais Madame Dely, vous êtes naïve, vous rêvez, machin, etc. Si on n'est pas d'accord, parlons des vrais sujets idéologiques. On n'est pas d'accord sur l'Europe, alors on a un débat sur l'Europe. On n'est pas d'accord sur les logiques de démocratie, parlons sur les logiques de démocratie. Et à un moment, il faut faire aussi des compromis. Et c'est ça le drame. Et Nicole l'a un petit peu abordé tout à l'heure. Mais je pense un des grands drames de cette gauche plurielle, c'est d'avoir un parti hégémonique qui ne respecte pas ses partenaires. Et c'est lui qui impose, sans prendre en compte les spécificités des uns et des autres. Et qu'à un moment, il faut prendre en compte le respect de ses partenaires et en même temps, et Marie-Pierre Hervieux, c'est très bien ce que ça veut dire le mot. Pas des compromis mous, mais des vrais compromis. Hein, voilà. Où ça, on le voit partout, même dans la logique européenne, parfois c'est dur. Mais au moins on se parle, on s'engueule, on claque des portes, ok, mais au moins on a un débat et on sait sur quoi on n'est pas d'accord. Par exemple, aujourd'hui, c'est quoi les divergences, c'est quoi les convergences? On peut le savoir? Personne ne va être autour de la table. Et pourtant, je pense qu'il y a une vraie aspiration aussi d'avoir une alternance dans la société. Je m'arrête, excusez-moi. Sophie voulait dire un mot et puis après Pierre-François. Ouais, parce qu'en fait, je vais un peu plus mettre les pieds dans le plat là, suite à Karima, parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord en fait. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord que les partis sont à la fois une solution pour s'organiser et en même temps, aujourd'hui, il reste les obstacles. Et du coup, pour bien me faire comprendre, je vais prendre quelque chose, je vais être un petit peu radicale dans mon propos sur ce qu'on a fait à Marseille. Voilà, je vais être un peu provo. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Le programme, on l'a fait à la fin, Karima. Quand tu dis on s'unit, il faut savoir pourquoi. Mais en fait, on savait tous pourquoi on voulait gagner. C'était des débats de focus, cette histoire-là. Vert, rouge, rose, rien du toutiste. On le savait. On savait que ce ne serait pas le problème, le programme. Le plus dur, c'était ce que tu viens de dire, savoir se parler. C'était ça le plus dur. C'était ça qui a fait qu'on est passé pour des héros dans un certain nombre de couches sociales qui s'intéressaient aux élections, parce qu'on avait su se parler. Donc, en fait, ce que je veux dire depuis le début, c'est que pour moi, la méthode aujourd'hui, et pourtant, c'est pas Moi, je suis quelqu'un plutôt d'idées au départ, mais aujourd'hui, je trouve que la méthode,
je la mets devant le programme. Parce que mon expérience me montre que les programmes, on sait toujours les faire. Et que comme par hasard, une fois qu'on s'est tous unis, il n'y a pas tant de divergences que ça. Hein. Alors oui, les communistes, ils vont être un peu plus sur la question sociale, les Verts un peu plus sur la question écolo. Mais au quotidien, nous, par exemple, pour gérer une ville dans la mouise comme Marseille, vous croyez qu'il y a des grands débats ? Vous croyez qu'il y a des grands débats théoriques, vu la situation qu'on a ? Vous pensez qu'on ne le sait pas, ce qu'on a à faire ? Donc, les partis politiques qui à chaque fois disent « j'ai la réponse », mais ça suffit maintenant. En fait, on le sait pourquoi on doit s'unir. Le détonateur, c'est celui que tu as dit, c'est de vouloir gagner. Parce qu'on sait tous très bien, dans certaines circonstances, ce qu'on doit faire. Et après, donc pour ça, il faut savoir se parler. Donc moi, aujourd'hui, pour bien être clair, je mets la méthode devant le programme et je fais exprès d'être provo, non pas parce que je suis contre les programmes, mais parce que je sais très bien que le programme, on sait tous l'écrire. Voilà. Et que dans la pratique, ça pose pas tant de problèmes que ça. Voilà. Alors, d'accord, ça dépend des niveaux. Voilà. Je mets pas sur le même plan une municipale, une régionale, une présidentielle, les européennes. Mais à un moment donné, là, je parle de l'état de la gauche aujourd'hui. On arrête un peu les copains, là. Hein, on arrête un peu. Vous croyez qu'on n'est pas tous à peu près d'accord sur l'essentiel? Voilà. Et alors, je termine quand même. Sur le printemps marseillais, il y a une majorité de gens qui n'avaient pas d'étiquette politique, c'est vraiment vrai. Aujourd'hui, c'est rigolo parce qu'il n'y a aucun parti qui arrive à recruter dans le printemps marseillais. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les élus qui n'ont pas d'étiquette, ils disent « Bah oui, mais là, je suis d'accord avec ce que dit Sophie sur ce sujet-là. Ah oui, mais là, la camarade communiste, cette fois-ci, elle a raison. Oui, mais là, en fait, ah oui, alors Benoît Payan, je lui donne raison là pour cette fois, mais pas pour l'autre. » Et en fait, les gens qui n'ont pas d'étiquette politique, qui se sont retrouvés dans ce rassemblement, ils sont en train de découvrir, en fait, qu'il y a à prendre un peu partout, en fait, et chacun, voilà, construit son identité politique comme ça. Donc, voilà, je fais un petit peu exprès de mettre les pieds dans le plat, parce que j'en ai un peu marre aussi de ces espèces de préalables qui sont mis par un certain nombre de partis politiques pour dire « ouais, parlons du programme », histoire d'avoir raison sur les autres. Mais en fait, après, faut pas s'étonner qu'on n'arrive pas à s'unir, en fait. Donc, tu as raison, Karima, parlons-nous avant. Le principe de se parler prime sur soi-disant pourquoi faire et qu'on ne serait pas d'accord. Non, mais Sophie, je suis d'accord. Ça y est, j'ai fait mon coup de gueule. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi, sauf que la question du programme, elle est aussi très importante. Pourquoi? Parce que le mal français, c'est tous d'avoir des programmes politiques. Et ensuite, c'est la déception parce qu'ils disent, mais pourquoi vous avez appliqué ça? C'est ce que je viens de dire. Mais parce qu'ils n'ont pas, absolument pas de temps de réel programme. On voit que c'est même, regardez en 81, le programme commun, ça faisait 20 pages, mais c'était vraiment, oui, non, mais c'était la synthèse, parce qu'après, c'était plus précis, etc. Je me souviens bien, Pierre-François, même si je me souviens pas, j'étais petite, mais c'était plus précis. Mais en même temps, ils ont fait un vrai programme à l'époque, parce qu'ils voulaient se parler. Et ensuite, et ça va être l'enjeu. Parce que le programme, à un moment, si on n'est pas d'accord d'entrée de jeu, si c'est pour avoir des couacs, etc., et de dire, au sein même d'un gouvernement, ils ne savent pas se parler, ils n'ont pas le même programme, il y a un problème de confiance aussi. Tu vois? Donc, se parler, c'est bien. Avoir des idées, c'est mieux. Alors, Pierre-François, est-ce qu'on veut gagner? Je ne vais pas te dire qu'on veut perdre. Et gagner, c'est l'idéal. Donc, oui, évidemment qu'on veut gagner, mais c'est bien comme question parce que je pense qu'il faut qu'on construise une force politique sur la durée et qui ne soit pas une force politique qui change pour chaque élection. Voilà. Moi, c'est ça que je pense, en fait, fondamentalement. Pas pour évacuer, hein. Je suis très inquiet sur 2022. Il faut se poser le problème de la présidentielle de 2022. C'est pas ça qui est le sujet. Mais on est plus du tout dans la situation de novembre-décembre 95. On est face à des inégalités mondiales, la crise climatique que disait Karima, une oligarchie mondiale qui échappe à tout pouvoir. Aujourd'hui. Bon. C'est-à-dire qu'on est face à des problèmes politiques qui sont complètement nouveaux. Bon. Quand Jaurès, s'il essaye de créer un parti socialiste, il ne crée pas un parti socialiste et une formule politique pour les élections législatives suivantes.
Le communisme, dans ses différentes variantes, ça a été une grande espérance qui a duré un siècle. Il faut qu'on retrouve un projet émancipateur qui permette de donner du sens à l'engagement politique sur la durée. Et ensuite, les questions électorales, il faut se les poser. Bon. Alors, est-ce que ça sera un nouveau parti politique type 20e siècle? Je ne crois pas. Est-ce que ça ressemblera davantage à un archipel avec des citoyens, des associations, des courants politiques anciens, nouveaux, etc., etc. Sans doute. Bon. Et c'est ce type de formule-là. Mais par contre, moi, ce que je constate là, c'est qu'il y a une usure des partis politiques du 20e siècle. Mais pour l'instant, ils ne sont pas remplacés. Et ils sont remplacés par personne. Et celui qui est hégémonique à un moment, c'est parce qu'il a eu la main au moment de la présidentielle, et cette main se perd assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de projet sur la durée. Et là, on a peut-être une chance. Dans mon inquiétude générale, parce que moi aussi, je suis relativement inquiet, j'ai l'impression que justement, contrairement à novembre-décembre 95, où les gens, en gros, la génération 68, continuaient à diriger politiquement et culturellement, j'ai l'impression qu'il y a des éléments dans la société d'un renouvellement générationnel. Et c'est peut-être la première fois. C'est-à-dire quand on regarde ce qui se passe du côté du courant du féminisme, quand on regarde les mouvements écolos de terrain et les mobilisations écolos, et qui composent les manifestations écolos. Quand on regarde, c'est moins visible parce qu'on met moins l'accent là-dessus, mais le renouveau des luttes dans le mouvement social, ou quand on commence à regarder certains cortèges syndicaux et qu'on voit des gens qui ont 30, 35 ans qui commencent à animer ces cortèges syndicaux, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Bon. Et si on veut qu'il y ait une coagulation, bon, faut pas refaire les schémas du passé, mais c'est un mélange de programme et de stratégie. Écoutez, c'est un mélange de rassemblement et puis de questions politiques un peu nouvelles. Et on ne peut pas dire que la situation est inédite et dire que le programme, c'est le même qu'en 2017, comme je l'ai entendu de quelqu'un pourtant qui m'est proche, ou de dire que, parce que Sophie, je ne crois pas que ton schéma, tu l'as dit toi-même d'ailleurs, mais ton schéma pour une municipale, ça soit la même chose, parce que, écoute, on prend le pouvoir et tout de suite après, il faut parler aux Allemands, par exemple. Et il faut se poser le problème de... l'Europe, c'est l'euro. Bon, par exemple, c'est un problème qui est extrêmement et politiquement concret et se préparer à différentes hypothèses. Bon, digérer ce qui s'est passé en Grèce. Faut faire une réforme fiscale d'envergure. Bon, faut changer les modes de production et les modes de consommation. On peut changer les modes de production et de consommation sans donner de nouveaux pouvoirs aux salariés dans les entreprises, ou sans développer le secteur de l'économie sociale et solidaire, réinvestir les services publics. Bon, c'est des questions politiques qui se posent. Et j'ai l'impression que dans les difficultés de la gauche ou du camp émancipateur, il y a des égos, il y a des problèmes de rassemblement, mais il y a aussi des problèmes de contenu politique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on tourne la page du libéralisme et il faut qu'on invente un modèle qui ne soit pas productiviste. Et il faut faire tout ça en même temps. Si je puis t'interrompre 2 secondes, comment tu réponds à la question de Sophie ou même de Karima quand elles te disent oui, il y a des problèmes de contenu, mais si au départ on n'acte pas la volonté d'y arriver ensemble, les problèmes de contenu, eh bien, ils deviendront colossaux. Comment on acte d'abord la volonté d'y arriver? Tout à l'heure, moi, je disais l'idée d'archipel. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire dans l'appel dans lequel je suis avec Clémentine et Elsa Fossillon, c'est-à-dire d'essayer de faire converger des forces du mouvement social, associatif, etc. Il y aura d'autres initiatives de ce type-là. Est-ce qu'on va y arriver pour 2022? J'en sais rien. Bon, parce qu'on voit bien là les schémas politiques qui sont en train de se mettre. Mais 2022, c'est loin. Et pour l'instant, on est en plein Covid. Donc les gens, dans leur tête, ils ne sont pas encore en train de se poser les problèmes politiques pour 2022. Donc il faut arriver à mettre en mouvement des gens qui ne font pas de politique, ça c'est le point d'accord avec Sophie. Donc il faut des formes politiques nouvelles, il faut qu'il y ait du pluralisme politique et accepter ce pluralisme politique et sortir d'une culture donc hégémonique et pas passer d'une hégémonie ancienne à une hégémonie nouvelle, d'autant plus qu'elles sont maintenant elles durent de moins en moins longtemps, les hégémonies politiques, et d'essayer de structurer un programme politique qui pose une synthèse de tous les combats émancipateurs qui existent dans la société. Donc, ce n'est pas en chambre, tout ça. Les aspirations féministes, les nouvelles aspirations démocratiques, les nouvelles aspirations écolo, elles se sont fait entendre, y compris dans les municipales. Là-dessus, Sophie aussi a complètement raison. Et il faut trouver les nouvelles solutions politiques et les grands axes visibles qui permettent de faire une écologie sociale, populaire, démocratique, on l'appelle comme on veut, bon, mais une nouvelle synthèse. Et cette nouvelle synthèse, elle n'est pas précuite, c'est pas vrai ça.
Bon, il y a un boulot à faire, et il y a un boulot à faire en mettant des forces en mouvement. Bon, sinon, si on ne met pas ces forces en mouvement, on va être encore dans le même, et c'est incroyable d'ailleurs. D'abord, l'accident, c'est-à-dire l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen est possible. Voilà. Bon, et ça, en 95, on pensait ça, que le Front National pouvait arriver au pouvoir. Non. Bon, donc on voit bien le changement de situation. Bon, ou deux, le projet d'Emmanuel Macron, qui est minoritaire dans la société française, de tous les points de vue, pourrait repasser dans le cadre de nouveau d'un éventuel et désormais de moins hypothétique barrage contre le Rassemblement national. Bon, on mérite mieux que ça quand même. Bon. Et donc, il faut faire entendre une troisième voix, faut la construire socialement, politiquement. Nicole parlait de l'appel Plus jamais ça avec Greenpeace et la CGT qui se parlent. C'est incroyable, ça, déjà. Greenpeace et la CGT incroyable. Qui se parlent. Bon, moi, j'aimerais bien… Ce dialogue-là, il intéresse les politiques. Parce que si la CGT et la Greenpeace se parlent, bon, ça veut dire qu'entre la question écologique et la question sociale, il doit y avoir des passerelles qui sont possibles. Bon. J'ai été une pionnière, j'étais à la fois à la CGT et à Greenpeace. Donc, enfin, j'y suis arrivée. Voilà, bon, donc c'est possible. Bon, mais il faut qu'il y ait cet effort commun. Alors cet effort commun, il viendra peut-être du bas de la société, mais les uns et les autres aussi dans les forces politiques dans lesquelles nous sommes, on peut essayer aussi un peu de secouer le cocotier et d'aller dans ce sens-là. Mais comme moi, c'est sans doute mon pessimisme un peu structurel, je ne suis pas complètement sûr qu'on y arrive pour 2022. Hein. Bon, moi, je m'engagerai pour 2022. Hein, et si Jean-Luc Mélenchon est candidat, c'est là que je me situerai. Bon, mais je sais que ça ne réglera pas tous les problèmes. Et ce qui m'énerve, hein, c'est même ce que j'ai fait moi-même dans mon histoire. C'est-à-dire autour du succès d'Olivier Besancenot, croire qu'on peut faire un parti politique. Bon, et ça ne marche pas. Voilà. Et ces constructions politiques-là sont éphémères. Donc, si on veut, faut mélanger. Il faut mélanger les écologistes, les syndicalistes, les anticapitalistes, les communistes, les socialistes sincères, il doit en rester. Hein, et tout ça, ça doit former une coagulation politique, moi je l'appelle ça archipel, on appelle ça comme on veut, mais quelque chose qui bouscule le jeu politique. Et il faut faire ça avant 2022, en 2022, et sans doute aussi dans l'après-2022, et se fixer les perspectives de crise climatique, sociale, qu'on voit pondre devant nous. Bon, moi, je me définis encore comme un révolutionnaire. Pour la première fois, on peut dater le moment où il faut changer les choses. C'est-à-dire, avant, c'était l'an prochain, la révolution, et on ne savait pas trop quand ça allait avoir lieu. Maintenant, on sait que la crise climatique, et ça, c'est un point d'accord très important, ça nous donne un agenda politique. Ça nous donne un agenda politique. Bon. Et donc, ça permet de structurer quelque chose sur la durée. Bon, à condition que l'urgence ne conduise pas à des toutes petites solutions pour l'élection d'après, sans se poser le problème d'une perspective de long terme. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Parce que Pierre-François, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, bon, ça ne m'étonne pas trop, mais donc il faut ajouter quand même qu'on va sortir du Covid avec une crise sociale épouvantable. Donc, l'urgence, il faut que la question de l'urgence sociale, elle soit vraiment prise en compte. Là aussi, il faut que ça fasse partie de l'urgence sociale, l'urgence écologique, bien entendu, mais que le rassemblement, il faut se rassembler pour donner de l'espoir déjà. Parce que cette gauche diverse, elle désespère. Pas parce qu'elle ne veut pas ceci ou parce qu'elle ne veut pas cela, elle désespère par sa division, elle désespère par son incapacité à voir ce qui se passe concrètement chez les gens, et parce qu'elle n'a pas de perspective. Donc, il faut arriver quand même à effectivement, la priorité des priorités, c'est ça. C'est de trouver, déjà de dire qu'on veut se rassembler, pas qu'on veut se diviser pour compter, qu'on veut se rassembler, et qu'on veut se rassembler avec la volonté d'apporter des solutions à cette crise sociale qui va venir, qui a induit une critique du capitalisme comme on n'avait pas pensé qu'elle serait aussi forte. Donc il faut essayer quand même d'en tirer quelque chose sur ce qu'il faut faire.
Et cette crise, cette perspective écologique plutôt dramatique, qui, elle, est quasiment datée. Donc voilà, moi je pense que effectivement, je pense que ce mouvement politique qui doit se créer à partir de ce qui existe, parce que rien ne vient de nulle part, il faut qu'il se crée déjà pour donner de l'espoir et qu'il se prenne comment dire, avec force les deux questions qui vont être déjà, qui sont sur la table et qui vont l'être encore davantage dès que la peur du Covid va un peu baisser, et qui va évidemment se manifester clairement au moment des échéances électorales de 2022. Je ne sais pas si on arrivera à quelque chose, mais en tout cas, c'est clair à ce moment-là, et qui peut aboutir à des choses assez catastrophiques, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. On a déjà des contre-tendances, y compris dans le peuple, qui sont quand même... voilà, et le trumpisme à la française, ça existe. Donc, enfin, les proies du trumpisme, si vous voulez, à la française, existent. Donc, on peut quand même, on est toujours après les États-Unis, mais on peut avoir des catastrophes sérieuses, quoi. Donc, voilà, moi, je pense qu'il n'y a que ça qui doit nous préoccuper, quoi. Il faudrait qu'il n'y ait que ça qui nous préoccupe. Et donc, qu'on soit des acteurs nous-mêmes, enfin, nous-mêmes et nos entourages, pour qu'on arrive à quelque chose le plus vite possible, on va dire. Le plus vite possible. Alors, on discute depuis 1h40 maintenant, donc je vous propose à chacun en quelques mots de conclure. Sachez que demain, on fait un débat avec la jeune garde, des acteurs du mouvement social, donc des jeunes femmes, notamment de la marche climat, des féministes, un coordinateur de la marche pour Adama, des gens qui se battent sur la sécurité alimentaire ou des gens des luttes sociales classiques syndicalistes. Ils ont un rapport distancié à la politique, au parti, et ils ne font pas toujours le lien avec la question de la perspective politique. D'un mot, comment vous les encourageriez aujourd'hui et quelle perspective immédiate vous leur donneriez en termes de date? Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire immédiatement? Tu repars, Nicole, tu commences le dernier tour. Moi, je crois qu'il faut leur dire que il faut avoir de l'espoir, parce que eux-mêmes sont justement, ils sont des acteurs formidables, quoi, on va dire. Ils donnent eux-mêmes espoir, et qu'il faut pas, comment dire, il faut pas se désintéresser de la politique, il faut pas désespérer de la politique, il faut pas désespérer des forces, disons, transformatrices, on va dire, qui existent quand même dans la politique. Et que, voilà, il faut qu'ils contribuent eux aussi, comme les 18 grandes associations qui se rassemblent en disant les politiques, qu'est-ce que vous faites? Donnez-nous de l'espoir, au fond, hein, qu'on peut faire quelque chose. Et ben, je crois qu'eux-mêmes, c'est pareil. Il faut, comment dire, qu'ils attachent de l'importance, moi je dirais, il faut attacher de l'importance à ce qu'il y ait un débouché politique. Pas considérer que c'est foutu, pas considérer que c'est secondaire, retomber dans le spontanéisme, mais voilà, il faut y contribuer, quoi. Il faut contribuer d'une façon ou d'une autre, parce que sinon, je crois qu'on aura du souci à se faire. Pierre-François? Moi, je leur dirais que le changement de la société est une affaire trop importante pour être laissée seulement aux partis politiques, pour paraphraser quelqu'un. C'est-à-dire que ces mouvements sociaux, ils sont porteurs d'avenir. Moi, j'ai aucune leçon à leur donner. En plus, je les vois parce que souvent, c'est mes élèves, quoi, donc ils participent à ce type de manifestations ou d'étudiants. Mais qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils se posent le problème d'être eux-mêmes acteurs de la transformation de la société. Et que peut-être qu'il y a quelque chose qui est positif dans la situation actuelle, c'est que les partis politiques ne peuvent pas avoir le monopole de ce que vous avez appelé le débouché politique ou la traduction politique. Il n'y aura pas de débouché, de traduction politique, il n'y aura pas une alternative politique, moi je préfère ce terme-là, s'il n'y a pas l'engagement politique
de ces mouvements sociaux, tout en respectant leur indépendance. On a justement rompu avec toutes les logiques de subordination du politique, enfin du mouvement social au politique ou du syndicat au politique. Bon, les acteurs sont désormais tous souverains. Voilà. Mais ça veut dire aussi que les courants politiques aussi doivent être souverains et qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait une convergence qui permette de porter un projet de transformation de la société. Et si on n'arrive pas à faire ça, on n'arrivera pas à casser l'étau là, entre Le Pen et Macron. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à créer une dynamique dans le pays, et cette dynamique dans le pays, les partis politiques à eux seuls ne peuvent pas la créer avec ces mouvements sociaux, on n'arrivera pas à renverser la table. Or, il faut renverser la table. Karima? Ben moi, je leur dirais, ben voilà, on est la première génération qui subissons les effets du dérèglement climatique, mais on est la dernière génération à pouvoir y remédier. Donc, tout est enthousiasmant parce que tout est à faire. Et donc, moi, je leur dirais juste, ben, il est temps de prendre, comme disait Pierre-François, il n'est pas là, on n'a plus le temps de témoigner. Soyez les porte-parole de la société écolo en mouvement. Montrez à quel point, voilà, vous êtes en train de, sans vous en rendre compte, ben, de théoriser cette société écolo qui sera une société qui demain sera gagnant-gagnant pour tout le monde. Et j'aurais tendance à dire, vous avez un réel désir de démocratie, et ben prenez la parole, n'hésitez pas et montrez à quel point, ben voilà, le futur il se construit pas, comme tu disais très bien, Pierre-François, par des partis politiques. Non, le futur il se construit aussi avec votre énergie, vos nouvelles idées. Et moi qui ai créé beaucoup de collectifs quand j'étais jeune, on était des grands idéalistes et des utopistes, mais on le reste même quand on est grand et adulte. Et c'est ça qui nous motive, c'est de s'engager pour les autres et pour la planète. Et ben c'est gagnant-gagnant. Voilà. Sophie? Bah, moi, c'est pareil, je me positionnerai pas en donneur de leçons du tout, vu tout ce qu'on a dit ce soir sur tout ce qui s'est passé dans l'année précédente. Par contre, j'aurais envie de dire un peu comme en 95, tous ensemble, en fait. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus exaltant, même dans une vie militante, de dépasser même ses propres revendications particulières, parce qu'on est aussi dans une période de revendications très particulière, où on affirme beaucoup de particularisme. C'est comme ça, c'est la période qui est comme ça. Or, on n'a jamais gagné sans volonté de rassembler et de ce tous ensemble qui existait en 95 finalement pour faire la boucle avec le début. On a expliqué aussi à quel point ça avait été porteur aussi d'espoir et que ça avait soudé, voilà, des gens différents entre eux. Donc je pense que nous, à l'étape où on en est aujourd'hui, c'est pour ça que j'insiste sur ma petite méthode depuis le début, parce que je sais très bien qu'en politique, quand les idées, elles servent aussi bien à diviser qu'à rassembler, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas d'être contre des idées ou de pas avoir d'idées. C'est comment tous ensemble, est-ce qu'on peut trouver les idées qui rassemblent. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est la vraie question. D'autre part, si on tire aussi un peu les leçons de 95, de toute façon, si on ne les trouve pas, les gens viendront nous botter les fesses pour qu'on les trouve. Parce que la chose aussi, et là, je ne renvoie pas à la nouvelle génération, mais à la responsabilité des gens qui font de la politique comme nous depuis longtemps, c'est que je pense qu'il peut aussi y avoir de la colère au bout d'un moment, si on n'y arrive pas. Voilà. Et je pense aussi que les politiques, ils arrivent aussi à s'unir quand il y a un mouvement aussi par la base qui leur dit maintenant vous arrêtez de déconner. Voilà, vous vous mettez tous dans une salle et vous sortez pas tant que vous n'avez pas fait le consensus sur ce qui vous rassemble. Voilà, moi j'ai un peu vécu ça dans ma ville, mais ça peut se reproduire à une plus large échelle. Et quand je dis ça, je ne nie pas tout ce qu'a dit Pierre-François sur un certain nombre de marqueurs évidemment. Mais voilà, donc finalement le mot de la fin, c'est tous ensemble. Et voilà, ça résume bien la soirée, d'autant que c'était 95, on recommence quand et en plus fort. Et demain, donc 95, un levier pour mobiliser aujourd'hui. Je vous remercie tous les quatre et à très bientôt. Bientôt. À bientôt.